J'ai grandi dans un pavillon derrière. Je l'ai vu se construire, cette cité. J'étais ado avec une copine. Et on s'était dit, ouais, quand on sera grande, on habitera là et tout. C'est la seule cité en bois en France comme celle-ci. Donc elle est unique déjà. Quand j'ai commencé à travailler, c'était une terrain vierge. Il y avait des vergers. C'était couvert par une forêt quasiment vierge. Je dirais pas une jungle, mais c'était ça. On voyait des trucs se monter, on se disait, ah, c'est bizarre, ça a l'air trop marrant et ça a l'air vachement sympa. Ne serait-ce que l'architecture, le cadre, permettait de se projeter sur un avenir un peu moins bétonné, on va dire. Dans les pavillons autour, vous avez énormément de bois, simplement on ne les voit pas, les charpentes sont en bois. Mais on les cache. Et les bois, c'était une idée que j'ai pas eue en 77. On a commencé à réaliser quelles sont les sections des poteaux béton. On trouvait que c'est trop large, trop mastoc. Les bois sont infiniment plus fins. C'est chaque fois adapter des volumes en fonction de la position du groupement. Par exemple, celui-là, c'est proche de la zone pavillonnaire. Donc, le système tourne au premier niveau autour d'un patio. L'ensemble est un peu plus bas. On s'approche vers l'avenue principale. Là, l'architecture est beaucoup plus dense et après, on ferme la totalité de la composition par des bâtiments très bas. On est vraiment sur une opération pionnière de l'architecture bois. C'est pas de la construction bois, c'est vraiment une œuvre d'architecture. Les qualités constructives en fait du bois sont mises au service d'un projet architectural. On peut avoir plusieurs façons de circuler dans cette cité. Il y a plusieurs cheminements possibles. On a d'autres points de vue sur la cité, on découvre des endroits. C'est pas monolithique, c'est pas juste une vision comme ça et une fois qu'on l'a vu une fois, on a compris et c'est toujours comme ça. Le fait que ce soit un peu un labyrinthe, et en étant gosse, ça me rassurait vachement dans le sens où s'il y avait quelqu'un de bizarre ou quoi, en fait, je savais que je pouvais le semer et ça faisait un peu une bulle de protection. C'est un lieu d'aventure cette cité parce qu'en fait, on peut être en hauteur. On peut être près du parc, sur un petit mur à discuter. C'est plein d'aventures, plein de lieux différents. On est bien avec les gens aussi. C'est bonjour, bonsoir, on parle avec les gens. Il y avait plein de recoins, les passerelles, les espaces verts, donc c'est quand même assez agréable. J'y suis toujours d'ailleurs. J'ai jamais habité ailleurs qu'ici en fait. Ça avait un petit côté village en même temps. J'aime particulièrement la place des cerisiers, surtout au printemps, c'est une merveille. Il y a toujours un arbre qui fleurit en premier, c'est merveilleux. Mon objectif, c'est d'avoir tous les avantages de la vie commune, quelque part. Des voisinages, les gens se connaissent, ce n'est pas une maison individuelle, clôture et chien méchant derrière, vous voyez. C'est plutôt la recherche de convivialité qui caractérise ces quartiers. Mais de l'autre côté, c'est le plaisir de la maison individuelle qui va se développer à plusieurs niveaux avec les jardins, les terrasses, les mezzanines. Les réflexions avaient déjà été engagées fin des années 60 autour de l'habitat intermédiaire. Elle va vraiment développer les potentialités de l'architecture combinatoire. C'est une avancée dans le mouvement inauguré par Jean Renaudy. C'est un mouvement en fait qui reconnaît ou qui part d'une figure géométrique et sa combinaison. Ce qui va être en jeu, c'est son industrialisation. Cette combinatoire, elle va l'explorer dans la volumétrie. Après, ce qui est bien dans cet appartement-là aussi, ça fait partie du choix, c'est qu'il tourne autour de la terrasse. Du coup, je n'ai pas de mitoyenneté directe. Et au démarrage, les gens pouvaient choisir l'appartement dans lequel ils vivent, ce qui est très important. Certains préfèrent le logement en rez-de-chaussée, d'autres en étage. Moi j'ai ce problème-là avec la hauteur sous plafond. C'est vrai que pour vivre vraiment au quotidien, je me sens vite étouffée dans des apparts bas de plafond. Bas de plafond normaux, de plafond. Oui, en fait, normaux. Oui. Vous voyez, parce que les volumes, c'est quand même un luxe. Et on nous a mis dans la tête que 2,35 sous plafond, c'est excellent. Mais je trouve que ça se discute. Je pense que c'est assez agréable d'avoir cette hiérarchisation des espaces en fonction des volumes qu'on conçoit. Le séjour, on respire très bien, mais on rentre quand même dans la salle de bain, on retrouve quand même une hauteur classique. Ici, il y a une planche de bois en triangle qui s'encastrait parfaitement dans l'angle. Et je m'étais fait un petit bureau pour travailler. On a pris l'habitude, forcément, dès qu'on voit un angle dans une pièce, de mettre dedans des armoires, de placards, etc. Ce n'est pas du tout une obligation. Au Blaumenil, ce qui m'était important, c'est que chaque fois qu'on tourne à l'angle de 45 degrés, c'est de les projeter vitrés, une fenêtre ou deux, parce que je trouvais que c'était un espace de mise en valeur d'une belle plante verte, d'une sculpture, d'une violoncelle. Les espaces ne sont pas forcément figés. On peut choisir de mettre une chambre à un endroit ou à un autre. On a ces éléments qui descendent aussi au niveau des sols. Là, c'est une volonté de faire les cadeaux aux gens pour qu'ils puissent avoir une partie de leur logement sans payer pour, parce que quand même cette surface n'est pas rentabilisée dans les surfaces habitables.
La rénovation que je trouve réussie, alors, c'est celle qu'on ne voit pas. Nous le reconnaissons comme patrimoine, et à ce titre-là, cet ensemble a un intérêt, donc mérite en fait aussi d'investir, de mettre un peu plus d'argent. Il est un témoin de l'histoire de l'architecture. Les agents en charge de la gestion et de l'entretien n'avaient pas auparavant affaire en fait, à de la construction bois, qui nécessitait en fait une expertise particulière, des considérations, une manière de faire qui était propre finalement à ce type d'architecture, et donc une dégradation de ces ensembles par manque d'entretien et par mauvaise gestion. C'était assez énorme parce que ça a condamné une chambre pendant presque 1 an et demi. Le plafond s'était ouvert, tellement il y avait d'infiltration d'eau. Dans certains appartements, il y a des problèmes d'isolation phonique, thermique, de notre entretien des toitures ou des peintures. Depuis que la cité Pierre-Sémat appartient à Seine-Saint-Denis Habitat, c'est-à-dire depuis 2005, donc, il y a eu des travaux essentiellement qui ont été mis en œuvre sur le prototype et la première tranche. Donc on a intervenu sur la reprise des étanchéités en essayant d'être conforme au bâtiment initial. En surinvestissement, sachant que juste pour parler un petit peu d'argent, que lorsque Seine-Saint-Denis Habitat a récupéré l'ensemble à l'assaut d'État de 93, et on a emprunté de l'argent pour acheter l'immeuble, donc on paye des emprunts et en même temps on réinvestit en même temps 5 millions, ce qui est beaucoup. Initialement, nous en tant que bailleur social, on réhabilite des bâtiments. Parce qu'on reconstruit des logements actuellement, ils n'ont pas forcément la même qualité que ces bâtiments qu'ils avaient avant. Et donc pour régler tous les problèmes thermiques, puis les autres problèmes d'équipement sanitaire, d'électricité, tout ça, on était arrivé à un montant autour de 140 160 000 euros par logement. Ce qui est quelque chose d'énorme, qui correspond pratiquement au prix d'un logement neuf. Pour habiter un bâtiment, quelle que soit sa valeur architecturale et patrimoniale, il y a un problème, on ne sait pas faire. C'est pour ça qu'à un moment, il y a cette hypothèse qui a été menée de démolir une partie, de vendre le terrain et de financer le reste de la réhabilitation par la vente du terrain. Après, donc, on s'est mobilisé pour lutter contre cette destruction de terrain derrière. Il y a eu des actions en justice qui ont été menées. Je tenais vraiment à ce qu'on conserve cet espace vert. Enfin, je veux dire, c'est vrai que la cité, elle a son intérêt aussi parce qu'il y a cet espace derrière. Si c'était entouré de bâtiments, ça n'aurait plus tellement de sens. Et donc après, on s'est mobilisé aussi contre la prétendue démolition qui était prévue. Justement, quand on a appris ça, on s'est dit, oh là là, on va essayer de sauver les meubles, comme on dit. On a manifesté, on a mis nos petites pancartes. Donc après, on a été mis devant le fait accompli qu'il y aurait une démolition de la moitié de la cité. On s'est remobilisé et avec des concours de circonstances aussi qui ont fait que ça a permis qu'on puisse se défendre, trouver des éléments pour mettre, j'allais dire, à plat le fait que c'est un endroit particulier, remarquable et qu'il faut une réhabilitation particulière. Donc là, on est plutôt vers cet objectif-là, il n'y aura plus de démolition. Tu as planté des plantes un peu partout. Et tu nettoies les déchets dehors. Ça, moi, franchement, c'est stylé. La cité toute seule, elle ne fait pas le quartier. Donc les gens sont assez mobilisés puisque le terrain en fait, qui est à côté, il est traversé par plein de personnes qui habitent ou pas Blanc-Ménil. Donc en fait, on croise plein de gens dans ce lieu qui n'est pas un lieu fermé. On a passé une étape on avait choisi une première maîtrise d'œuvre qui a fait une première étude et on s'est rendu compte que l'estimation qui avait été faite initialement sur ces travaux et qui n'était pas du tout à la hauteur des enjeux et des besoins de cette cité. Donc là on repart un petit peu à zéro en espérant pouvoir avoir une nouvelle maîtrise d'œuvre en septembre 2022. En gros il faut à peu près un an entre le début des études d'une maîtrise d'œuvre et le moment où on peut espérer lancer des travaux. Ce qui m'a fait énormément plaisir, que malgré le fait qu'il faisait froid, qu'il pleuvait à l'intérieur, que les bâtiments ne sont pas retapés comme il faut au bon moment, il me disait qu'est-ce qu'on a froid, qu'est-ce qu'il pleut, mais qu'est-ce que nous sommes heureux. Oui, donc c'est quand même le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un architecte. On a visité la cité Pierre-Sémat pour la première fois en mars. Ce qui nous a touchés, c'est cette architecture en bois qui s'élance vers le ciel et l'organisation spatiale des bâtiments qui s'étalent à l'horizontale, contrairement à d'autres logements collectifs en béton de la même époque. On aurait dit un petit village entouré par la forêt. Nous nous sommes répartis le travail en 6 groupes.
Le premier parlait de l'architecture et de la rénovation de cette cité. Un deuxième évoquait les mobilités et les différents itinéraires des habitants. Un troisième travaillait sur l'imaginaire collectif de la banlieue. Un quatrième parlant des ressources alimentaires, énergétiques, matérielles et humaines autour de cette cité. Un cinquième évoquait les réglementations de l'urbanisme de cette commune de Blanc-Ménil. Et un sixième présentait les différents acteurs impliqués dans le fonctionnement de cette cité. Le 1er avril, on a prévu une première rencontre avec les habitants pour leur expliquer notre démarche et récolter des informations pour nos différentes analyses. Mais ça s'est pas passé comme prévu ce jour-là finalement, parce qu'il a neigé. On a dû improviser de faire du porte-à-porte, mais heureusement les habitants étaient tous très accueillants. Au final, on a pu discuter avec beaucoup de personnes, et de manière peut-être plus posée que si ça s'était déroulé dehors. Après 2 mois de travail et d'analyse, nous avons chaque groupe proposé un projet découlant de celle-ci. Le 20 mai, nous avons présenté nos projets aux habitants et ils ont pu voter pour leur projet préféré. Ensuite, nous avons suivi le dépouillement. 2 projets sont arrivés quasiment ex aequo. Un pavillon de rencontre et de discussion autour d'une table et l'aménagement d'un appartement en maison du projet. Après des longues discussions, nous avons alors décidé de développer notre construction et de travailler sur une exposition ainsi que la réalisation d'un film sur la cité. Nous avons aussi travaillé sur l'édition d'un livret qui compilera tout le travail du semestre. Alors on a d'abord commencé notre chantier par la construction d'une table des rencontres. Et il y avait beaucoup d'habitants qui sont venus nous aider et c'était vraiment super sympa. Les gens étaient plutôt contents. On a travaillé sur notre projet durant 4 semaines. On a conservé le concept initial, mais la forme a pu changer pour répondre davantage aux aspirations des habitants. En parallèle, on a conçu tous ensemble une maquette numérique de la cité. Elle permettrait de mieux comprendre l'organisation des bâtiments et de faire des calculs thermiques pour voir quel appartement consomme le plus d'énergie de chauffage. Nous espérons que cette maquette sera un outil d'aide pour la réhabilitation de la cité. Un appartement nous a gentiment été prêté par le bailleur pour pouvoir travailler dedans et être sur place lors de notre phase de chantier. Nous en avons fait notre QG et nous avons travaillé dedans pendant 2 semaines. On en a aussi fait notre maison de projet, donc cet appartement nous a également servi pour l'organisation d'une exposition autour de l'histoire de la cité, de ses actualités, y compris la réhabilitation. Nous avons pu trouver un stock de 60 portes en bois de très bonne qualité. Ça a été un peu décisif dans la conception puisque c'est cette ressource qui a influencé la mise en œuvre et donc la forme finale du projet. La forme de la construction a donc évolué. Il a fallu trouver un principe structurel innovant en fonction des ressources dont nous disposons. Pendant les 3 premiers jours du chantier, on a transporté les portes à la cité et on les a décloutées une par une du coup. C'était assez long, mais au fur et à mesure, on a acquéri en méthode et on a été plutôt efficace. Après le décloutage, nous avons stocké tout ce bois et nous avons procédé à la réalisation d'un prototype. La construction du prototype nous a aidé à avoir les modifications nécessaires pour le reste du chantier. On a aussi connu du mobilier pour l'aménagement de l'appartement où se déroulera l'exposition ainsi que des tabourets pour notre événement. Pendant la 2e semaine du chantier, nous avons pu assembler avec les habitants le 10 portiques de l'Arche Pentue. C'était super de voir les habitants participer avec nous. Le but de ce projet, c'est de construire pour les habitants, mais aussi surtout avec eux.